Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Le Roi est mort. C'est un jeu qui a été édité en 2015 par Osprey Games, mais qui vient d'avoir une nouvelle édition. Donc c'est sa deuxième édition qui est sortie en 2020 et qui a été traduite en français par Ori Games. C'est un jeu de l'auteur Peer Sylvester qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 30 à 45 minutes. Le but du jeu sera de remporter la guerre. C'est un jeu de contrôle de territoire, mais dans lequel les armées n'appartiennent à aucun joueur. On va donc tenter d'influencer les 3 armées qui sont en combat dans cette guerre pour faire gagner la faction qu'on veut. On va aussi tenter d'avoir le plus d'influence dans les différentes factions. Évidemment, le but, c'est d'avoir le plus d'influence dans la faction qui va gagner la guerre. C'est aussi un jeu de gestion de main de cartes. Donc, les joueurs vont posséder 8 cartes actions et ils ont 8 cartes actions pour toute la partie. Donc, quand on a joué une action, on ne pourra pas récupérer cette carte. Donc, le roi est mort. Je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de septembre 2022. On va essayer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. On va ensuite placer 2 cubes de partisans de chacune des factions dans sa capitale. On aura donc 2 cubes bleus qui représentent les Écossais dans la région de Morley. On aura 2 cubes rouges qui représentent les Gallois dans la région de Gwynedd. Et on aura 2 cubes jaunes qui représentent les Anglais dans la région de Essex. On va ensuite placer le restant des cubes partisans à l'intérieur du sac et on va le mélanger pour se former une réserve. Chaque joueur va venir piocher au hasard 2 cubes partisans qu'ils vont placer devant eux. Ce seront les partisans dans leur cours au début de la partie. Donc ici on a 3 joueurs, donc chacun va aller se piocher 2 cubes partisans. Ensuite, le restant des cubes, on va en placer au hasard sur le plateau de façon à ce qu'il y ait un total de 4 cubes partisans dans chacune des régions. Le reste des cubes partisans, on va les sortir du sac et on va aller les placer dans la réserve générale dans le haut du plateau. On va aussi placer les jetons de contrôle des 3 factions. Donc, on aura des jetons rouges, des jetons jaunes ainsi que des jetons bleus. On va les placer dans la réserve, dans le haut du plateau principal. On va aller placer les 3 jetons d'instabilité sur le territoire de la France dans le bas du plateau. Et la France ne compte pas comme une région pour la guerre dans la partie. On va mélanger les cartes régions qui représentent les 8 régions sur lesquelles on va se faire la guerre sur le plateau et on va en placer une dans chaque emplacement sur le côté du plateau. Les emplacements sont numérotés de 1 à 8. C'est donc l'ordre dans lequel on va résoudre les conflits tout au long de la partie. Donc pour chacune des manches de la partie, on va aller résoudre la guerre dans une des régions. Donc à la fin de la manche numéro 1, ça sera dans Lancaster et ainsi de suite avec les autres régions qui sont associées à des numéros de manche. Et on va placer sur la table la carte couronnement ou invasion qui nous donne les 2 façons de remporter la partie. Chaque joueur va recevoir une main de 8 cartes action. Les joueurs ont tous la même main de cartes action pendant la partie. Les joueurs vont aussi recevoir un jeton de négociation et vont placer devant eux les 2 cubes qu'ils ont piochés au hasard dans la mise en place qui vont représenter des partisans qui sont à leur cours. Et on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a visité un château qui sera désigné premier joueur. Une partie du jeu Le Roi est mort se joue en 8 manches. À chaque manche, les joueurs vont pouvoir utiliser leur carte action pour influencer l'issue du combat dans une des 8 régions du plateau.
Chacune des manches est associée à une des régions du plateau. Donc, à la première manche, on va se disputer la région de Lancaster. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Ils pourront décider de passer leur tour ou de jouer une carte action pour permettre de déplacer les troupes des trois factions sur le plateau et tenter d'influencer l'équilibre et l'issue du combat. À chaque fois qu'un joueur va décider de jouer une carte action, il va appliquer son effet qui va lui permettre de placer de nouvelles troupes ou de déplacer des troupes déjà présentes sur le plateau. Et il devra enlever n'importe quel cube partisan du plateau pour l'ajouter dans sa cour, ce qui représente son influence auprès des trois factions. Lorsque tous les joueurs auront passé leur tour de façon consécutive, ça va mettre fin à la manche. Et à ce moment-là, la faction qui sera majoritaire dans la région qui est issue de cette manche va pouvoir placer un jeton de contrôle de sa couleur dans cette région. Et on va retirer tous les cubes de partisans à ce moment-là. Et on va ensuite passer à la deuxième manche où on va aller se disputer une autre des régions du plateau. Et on va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait fait les 8 tours de jeu, donc les 8 combats dans les régions du plateau. Et à la fin de la partie, la faction qui aura le plus de jetons de contrôle sur le plateau sera la faction gagnante de la guerre. Mais le joueur qui va l'emporter sera celui qui a le plus d'influence dans sa cour de la faction qui vient de gagner la guerre. On a aussi une autre façon de déclencher la fin de la partie. Si jamais les 3 jetons d'instabilité sont placés sur le plateau, à ce moment-là, ça va mettre fin à la partie et ce sera l'invasion des Français. On aura une autre condition de victoire, c'est le joueur qui aura le plus de collections d'ensemble d'un cube de chaque couleur à sa cour qui va l'emporter. Commençons donc la partie avec le premier joueur. À son tour de jeu, on a le choix entre 2 actions. On peut soit décider de jouer une des cartes actions qui se trouve dans notre main pour pouvoir appliquer son effet et par la suite amener un partisan à notre cour, ou bien on peut simplement décider de passer notre tour. Si on passe notre tour une fois, on peut quand même rejouer dans cette manche. Donc la manche va seulement s'arrêter si tous les joueurs ont passé de façon consécutive. Donc si le joueur 1 passe son tour, le joueur 2 passe son tour, mais que le joueur 3 décide de jouer une carte action, on revient ensuite au joueur 1 qui peut décider de jouer une carte action ou qui peut passer son tour à nouveau. Et on va continuer ici à alterner les tours de jeu entre les joueurs qui vont décider de jouer une carte ou de passer. Et lorsque tous les joueurs auront passé de façon consécutive, ça va mettre fin à la manche. Regardons maintenant les effets des 8 cartes actions que les joueurs possèdent dans leurs mains. Premièrement, les joueurs ont des cartes renforts pour chacune des factions qui fonctionnent sensiblement de la même façon. Par exemple, ici, j'ai la carte renfort écossais. Donc, le joueur va pouvoir placer 2 partisans écossais à partir de la réserve, donc 2 cubes bleus. Et il va pouvoir les placer dans un territoire qui est adjacent à un territoire qui est contrôlé par cette faction, donc un territoire qui possède un disque de contrôle bleu. Comme il n'y a pas de disque de contrôle sur le plateau au début de la partie, on peut aussi considérer la capitale de cette faction comme un territoire qui est contrôlé par cette faction, tant que la capitale n'est pas sous le contrôle d'une autre faction, qu'elle n'a pas un disque de contrôle d'une autre couleur qui s'y trouve. Donc, par exemple, la capitale pour les Écossais est la capitale Moray au début de la partie, puisqu'on avait placé 2 cubes bleus à cet endroit-là. Donc, je pourrais jouer cette carte et placer les 2 cubes dans un endroit qui est adjacent à la capitale. Donc, je pourrais les placer à cet endroit avec la carte de renfort écossais. Les joueurs ont aussi une carte renfort pour les Gallois qui fonctionne de la même façon, mais cette fois-ci avec les régions contrôlées par les Rouges. Et au début de la partie, on peut utiliser la capitale ici comme étant une région contrôlée par les Gallois. Et on a aussi la carte renfort anglais qui me permet de faire la même chose, d'ajouter 2 cubes jaunes dans un endroit qui est adjacent à un territoire contrôlé par les Anglais. Et au début de la partie, l'aire capitale est Essex, qui compte comme un territoire anglais. Donc je pourrais placer mes 2 cubes jaunes dans n'importe quel territoire qui est adjacent à Essex.
Les joueurs ont deux cartes assemblées qui sont identiques, donc ils ont deux fois cette carte dans leurs mains. Lorsqu'ils vont la jouer, ils vont pouvoir ajouter un cube de chacune des factions sur le plateau principal dans les régions qui sont non contrôlées. On est limité aux cubes qui sont dans la réserve, donc si jamais il n'y a plus de cubes d'une faction, à ce moment-là, on va appliquer la carte du mieux qu'on peut et laisser tomber les effets qu'on ne peut pas appliquer. Donc ici, j'ai un cube de chaque faction, donc je peux les placer où je veux. Je ne suis pas obligé de les placer à la même place. Donc, je pourrais les placer à des endroits différents. Les joueurs ont une carte déjouée qui nous permet d'échanger un cube partisan contre deux cubes partisans de des régions adjacentes. Donc, je pourrais échanger, par exemple, un cube rouge à Lancaster, l'envoyer dans cette région et emmener ici deux cubes bleus. Lorsqu'on joue une carte déjouée, le joueur suivant ne peut pas jouer sa carte déjouée pour refaire exactement le contraire de ce qu'on vient de faire avec notre carte. Il doit y avoir au moins une carte qui a été jouée entre les deux pour le faire. Les joueurs ont aussi une carte manœuvre qui va leur permettre d'échanger un cube partisan avec un autre cube partisan n'importe où sur le plateau. Les régions n'ont pas besoin d'être adjacentes, donc je pourrais échanger un cube bleu qui se trouve ici et aller l'échanger avec un cube rouge. Finalement, les joueurs ont une carte négociation qui va permettre d'échanger deux cartes régions autour du plateau. Ce sont des cartes régions qui sont encore face visible, qui peuvent être changées de place. Par exemple, pour échanger la carte qui est ici et l'envoyer à l'emplacement numéro 2 pour que la conquête de ce territoire se fasse plus tôt dans la partie. Lorsqu'on a fait notre changement, on va aller placer notre jeton de négociation sur une des deux cartes régions qu'on vient de changer de place. Et lorsqu'une carte possède un jeton de négociation, on ne pourra plus la changer de place avec d'autres cartes négociation. Maintenant qu'on connaît les effets des différentes cartes actions, regardons comment se déroule une manche de jeu. Commençons par le premier joueur qui lui décide tout simplement de passer son tour pour observer ce que les autres joueurs vont faire. On passe donc au deuxième joueur qui lui va décider de jouer une carte action de sa main. Il va jouer sa carte manœuvre. Ça lui permet d'échanger deux cubes de place, peu importe ils sont où sur le plateau. Il va prendre le cube bleu qui est ici et va l'échanger avec le cube jaune qui se trouvait là. Après avoir joué une carte action, le joueur doit convoquer un partisan à sa cour. Il peut prendre n'importe quel partisan qui est sur le plateau, pas nécessairement un partisan qui est dans les régions où il a joué sa carte. Donc je pourrais prendre le partisan bleu qui est là et je vais l'ajouter devant moi pour mettre un autre partisan dans ma cour. Ces partisans représentent mon influence sur les trois factions et on va tenter d'avoir le plus d'influence sur la faction qui va remporter la guerre pour gagner la partie. Le troisième joueur va décider de passer son tour, donc on va revenir au premier joueur qui lui va décider de jouer une carte action. Il va aller jouer une carte assemblée. Il va donc ajouter un jeton, un cube partisan de chaque faction sur le plateau. Il va ajouter un cube rouge à cet endroit-là. Il va ajouter un cube bleu ici et il va ajouter un cube jaune à cet endroit-là. Comme il a terminé de placer les cubes partisans de sa carte, il doit maintenant convoquer un partisan à sa cour et il va décider d'aller convoquer un partisan rouge. On revient au joueur numéro 2 qui décide de jouer une deuxième carte action dans cette manche. Il va jouer la carte déjouée. Il va échanger deux partisans bleus ici, va les envoyer sur un territoire adjacent et va les échanger avec un partisan rouge. Il va ensuite convier un partisan à sa cour. Il va aller prendre un partisan rouge qui se trouve ici et va l'ajouter à sa cour. On passe ensuite au troisième joueur qui décide de passer son tour encore une fois. On revient donc au premier joueur qui lui aussi décide de passer son tour. Et finalement, on revient au deuxième joueur qui lui aussi décide de passer son tour. Comme les trois joueurs ont passé leur tour de façon consécutive, ça va mettre fin à cette phase de jeu. On va maintenant passer à la lutte du pouvoir dans la région 1, puisqu'on est à la première manche qui est Lancaster. On va donc regarder quelle faction est majoritaire dans cette région. Donc, c'est les bleus. Donc, on a deux cubes bleus et un cube rouge. On va donc ajouter un jeton de contrôle bleu dans cette région. Et on va retourner tous les cubes partisans de cette région dans la réserve. Cette région est maintenant sous le contrôle de la faction bleue pour le reste de la partie.
On va ensuite retourner la carte région de l'autre côté pour mettre fin à la manche numéro 1. Et on commencerait la manche numéro 2. Cette fois-ci, le combat se déroulera à Morée, qui est la région bleue qui est ici. Donc, le premier joueur maintenant est le joueur qui est le suivant dans l'ordre de tour de jeu. Donc, comme la manche numéro 1 s'est terminée avec le joueur 2 qui passait son tour, on passe donc au joueur suivant. Donc, le joueur numéro 3 débuterait la manche numéro 2. Il décide de passer son tour. Le joueur numéro 1 décide de passer son tour et le joueur numéro 2 décide lui aussi de passer son tour. Donc tous les joueurs ont passé leur tour de façon consécutive. On met donc fin à cette phase de jeu et on passe directement à la lutte du pouvoir. Donc il se peut que lors d'une manche, aucun des joueurs ne joue de carte action. Lorsqu'il y a une égalité pour la faction majoritaire dans la lutte du pouvoir, à ce moment-là, on va prendre un jeton d'instabilité en France et on va l'ajouter dans cette région. Et on va ensuite retirer tous les cubes pour les replacer dans la réserve. Donc c'est donc le chaos, une invasion française qui a gagné ce territoire. Et on va retourner la carte région de l'autre côté pour ensuite passer à la troisième manche. Et on va continuer la partie jusqu'à temps qu'une des deux conditions de fin de partie se déclenche. La première condition qui peut arriver, c'est que les 3 jetons d'instabilité vont être placés sur le plateau. À ce moment-là, ça va mettre fin à la partie immédiatement. Et on va passer à la victoire par invasion. À ce moment-là, on va placer la carte de victoire du côté invasion et on va regarder le joueur qui a le plus de 7 de chaque couleur de partisans dans sa cour et ce joueur sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a joué une carte en dernier qui va départager l'égalité. Et la deuxième façon de déclencher la fin de la partie, ce sera à la fin de la 8e manche. À ce moment-là, on va placer la carte de victoire du côté couronnement. On va regarder dans les contrôles de territoire la faction qui a le plus de jetons de contrôle sur le plateau. Donc on voit que c'est la faction jaune. On va la placer en première position sur la carte couronnement. Par la suite, en deuxième position, on a la faction bleue qui a 2 territoires et la faction rouge aussi a 2 territoires. En cas d'égalité, c'est la dernière de ces factions à avoir fait la conquête d'un territoire. Dans notre cas, ce sera la faction rouge en deuxième position, ce qui mettra les bleus en troisième position. Pour savoir qui gagne la partie, on va regarder quel joueur possède le plus de cubes à sa cour de la faction gagnante, donc ici de la faction jaune. Donc le joueur numéro 1 en a 4, le joueur numéro 2 en a 2 et le joueur numéro 3 en a 4. On a donc une égalité entre le joueur numéro 1 et le joueur numéro 3. En cas d'égalité, on va regarder la deuxième faction, donc ça serait les rouges. Donc ici, le joueur numéro 1 en a 4 aussi et le joueur numéro 3 en a seulement 2, ce qui fait que le joueur 1 sera déclaré vainqueur et va gagner la partie. Si jamais l'égalité persiste après la deuxième faction, ce sera le joueur qui a été le premier à jouer sa 8e carte action qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Le Roi est mort. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Le Roi est mort? On va commencer par les côtés positifs. Cette deuxième édition ont vraiment fait un relooking au jeu, donc le plateau, les cartes, je trouve qu'on a vraiment fait une belle job, la qualité aussi. Le plateau puis les cartes ont du foil, donc une espèce de brillant en or. Fait que c'est vraiment beau, ça ressort beaucoup sur le plateau. Tu sais, ce qui délimite les territoires, c'est aussi doré, donc on le voit très bien. Donc ça a vraiment un beau lustre à l'intérieur de ce visuel-là qu'ils ont pris pour ce revamping-là qui fait vraiment du bien, qui donne un beau vent de fraîcheur. Donc ça en fait un jeu qui a l'air un peu plus moderne là, pour sa nouvelle édition en 2022. Qualité côté carte, plateau, les jetons en bois, tout ça, tout est bien dans cette petite production-là. C'est un jeu dont les règles sont extrêmement simples. Soit tu joues une carte, soit tu passes ton tour. Puis quand tu joues une carte, ben, tu appliques son effet qui te permet soit de placer des nouveaux cubes, de déplacer des cubes qui sont déjà là. Et ça te permet ensuite d'aller chercher un cube pour l'emmener à ta cour. Une décision qui est assez importante
parce que en plus de te donner de l'influence dans cette faction-là, ça enlève un cube du plateau. Donc ça peut servir de stratégie de dire que je vais enlever un cube là parce que je veux que l'autre faction remporte ce combat-là plus tard ou le tour suivant ou dans 2 tours. Puis en plus, ça va me donner un cube de cette faction-là, donc je vais avoir un point d'influence dans cette faction-là. C'est un jeu que tu peux pas tout mettre tes œufs dans le même panier, donc tu peux pas dire je vais prendre des cubes d'influence dans la même faction tout le temps. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu prends un cube pour l'ajouter à ta cour, ben c'est que tu affaiblis les forces de cette faction-là. Fait que c'est un peu à double tranchant, donc il va falloir essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Puis si évidemment tu mets tous tes œufs dans le même panier, ben peut-être que les autres joueurs vont devoir venir facilement. Puis ils vont ensuite peut-être s'arranger pour que tous les cubes de ta couleur soient dans un territoire. Comme ça, quand ils vont conquérir un territoire, ben, tu vas avoir plein de cubes de cette couleur-là qui vont être retirés d'un seul coup. Donc ça va vraiment faire mal à leur présence sur le plateau. Donc c'est vraiment le fun, cette double décision-là de dire oui, je gagne un point d'influence dans une faction, mais je vais surtout enlever un cube du plateau et qui va faire pencher la balance de l'équilibre à quelque part. Parce que c'est pas le genre de jeu qu'on gagne tous les combats par 3-4 cubes de différence. Donc des fois, juste un cube de différence, c'est beaucoup dans ce jeu-là. Puis c'est souvent assez pour pouvoir gagner le contrôle d'un territoire. Donc vraiment des décisions qui sont déchirantes. Le fait aussi qu'on joue 8 cartes, pas par manche, 8 cartes dans toute la partie. Et vous avez vu qu'il y a 8 manches dans la partie. Donc si je joue 2 cartes à la première manche, ça veut dire qu'il y a une des manches que je ne jouerai pas de cartes. Parce que j'en ai juste 8 pour toute la partie. Donc tu pourrais jouer 2-3 cartes dans la même manche, mais là tu vas être 2-3 manches sans jouer de cartes aussi. Donc oui, tu vas avoir beaucoup de contrôle, beaucoup d'influence pendant que tu joues 2-3 cartes dans la même manche, mais les manches où tu ne joueras pas de cartes, ben, tu vas laisser un peu ça aller. Tu vas lâcher un peu le contrôle puis le laisser aux autres. Donc, c'est aussi la décision déchirante de quelle carte je veux jouer à quel moment, parce que j'ai seulement ces 8 cartes-là pour faire toute ma partie. Donc, à chaque fois que tu joues une carte, il faut que ça soit important. Il ne faut pas la jouer juste pour rien pour jouer une carte. Donc, ça, c'est super intéressant. Quelle carte je vais jouer ici? Et après ça, ben, quel partisan je vais convoquer à ma cour. Donc, c'est 2 décisions qui sont super importantes et qui ont un impact direct dans le jeu. Fait qu'on ressent que ce qu'on fait a un impact sur ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Puis, on essaie de naviguer là-dedans aussi sans trop donner nos cartes ou de dire aux autres ce qu'on est en train de faire, de se lancer dans la conquête d'une des factions par rapport aux autres. Donc, il faut essayer un peu de s'équilibrer. Puis essayer de manœuvrer pour, vers la fin, ben, aller plus dans une faction, plus pousser une faction pour qu'elle gagne. Puis finalement, on a assez d'influence dans celle-là pour la faire gagner. Donc, beaucoup de petites subtilités, mais c'est un jeu qui a beaucoup de petites décisions à prendre. Mais chacune de ces petites décisions-là, soit de jouer une carte ou de convoquer un partisan, vont avoir une importance et un impact dans la partie. Pour un jeu qui dure généralement de 30 à 45 minutes, c'est fou la tension qu'il y a autour de la table dans une partie du roi est mort. Donc on s'arrache les cheveux sur la tête. Puis là, on essaye de réfléchir. Puis là, ok, je joue cette carte-là tout de suite. Ou non, je passe mon tour, j'attends. Puis tu as ce petit côté-là un peu de push-your-luck, de dire, ok, je vais passer mon tour, je vais voir ce que les autres font. Puis là, oups, tout le monde passe son tour. Ah, finalement, on ne pourra pas jouer de cartes, puis on regarde qui est majoritaire directement dans cette région-là. Fait que tu as ce petit côté-là aussi à prendre en compte, qui est le fun, qui est thrillant de dire, ok, je vais passer mon tour, je vais regarder ce que les autres font, puis je réagirai après si je veux. Mais ça peut te retomber dessus si jamais tout le monde passe, puis finalement, tu n'auras même pas le temps de jouer dans cette manche-là. Fait que c'est vraiment tendu à l'intérieur du jeu. Puis pour un jeu d'une si courte durée, c'est surprenant comment on va se taper un peu la tête parce que justement, c'est plein de petites décisions déchirantes qu'on va prendre tout au long de la partie, mais c'est satisfaisant pour un jeu de cette durée-là. C'est très satisfaisant comme expérience de jeu. C'est même le genre de jeu qu'on pourrait tout de suite lancer une deuxième partie après la première parce que justement, c'est tellement rapide puis ça joue vraiment très bien, donc c'est un beau flow. On n'attend pas trop à nos tours de jeu et tout ça, donc ça, c'est super intéressant. C'est un jeu qui joue de 2 à 4. Si vous jouez à 2, c'est très jeu d'échecs parce qu'évidemment, on ne veut pas donner trop de contrôle à l'autre, mais si je joue trop de cartes d'un seul coup, l'autre va avoir le contrôle un peu plus tard. Fait qu'il faut faire attention. Donc, c'est très, très jeu d'échecs. À 3, je pense que c'est là qui est à son meilleur. Donc, c'est là justement que oui, on va essayer d'influencer puis des choses comme ça, mais les 2 autres joueurs vont aussi influencer ce qui se passe dans les différents théâtres de combat puis tout au long des combats dans les régions. Fait que je trouve que la dynamique à 3 est un peu plus intéressante, un peu plus de rebondissement que dans une partie à 2 joueurs.
C'est quand même un jeu avec une belle originalité parce que ça se veut un jeu de contrôle de territoire assez classique. Celui qui est majoritaire gagne le contrôle du territoire, puis ainsi de suite. Mais c'est le fait que les factions n'appartiennent pas à aucun joueur. Donc ça, c'est intéressant. Puis ça fait une dynamique tout à fait différente autour de la table que si chacun contrôlait une des factions. Donc ça serait un jeu qui serait peut-être un peu redondant puis qui serait beaucoup trop prévisible. Donc là, la belle twist de on peut contrôler n'importe qui, on influence le cours du combat entre ces trois factions-là, puis on essaie de tirer notre épingle du jeu. Donc ça, c'est super intéressant. Ça ajoute une belle profondeur au jeu. Donc pour un jeu avec si peu de règles, c'est assez fou de constater la profondeur que chacune des décisions va avoir dans la partie. Il existe aussi une variante dans laquelle on peut utiliser des cartes avancées, qui sont d'autres cartes actions qui sont différentes. À ce moment-là, les joueurs vont enlever leurs cartes renfort de chacune des factions et vont prendre des cartes avancées au hasard. Donc là, si on décide de jouer avec cette variante-là, ben on va avoir une main un peu asymétrique des autres joueurs. Donc chacun va avoir 3 cartes avancées à la place des cartes là, de renfort. Donc ça va un petit peu varier l'expérience, mais on va aussi avoir un petit côté imprévisibilité parce qu'on ne connaît pas les cartes de nos adversaires versus au mode standard où justement on connaît les 8 cartes qui sont dans les mains des autres parce qu'on a tous les mêmes cartes autour de la table. Je pense que certains vont aimer ces cartes avancées-là puis ils vont dire « Ok, ça amène un beau vent de fraîcheur, une variété dans nos parties ». Mais au final, quand je les ai essayés, j'ai moins aimé ça. Je pense que j'aime mieux le mode standard du jeu. J'aime mieux le fait que tout le monde part avec la même main de cartes. Et c'est ce qui fait que c'est nos décisions qui vont vraiment dicter le cours de la partie et non pas la carte que j'ai pigée au hasard qui est différente des autres. Fait que je trouve que oui, les cartes avancées, c'était une bonne idée, mais je trouve qu'en pratique, c'est plus le fun le mode standard parce que je trouve ça que dans un jeu de ce genre-là, je trouve que c'est beaucoup mieux si les joueurs ont tous les mêmes cartes d'action. Autre petit point négatif, la production est vraiment cool, mais pour vrai, les cubes de bois pour représenter les partisans, mettez-nous au moins des meeples, des beaux petits meeples qui représentent les troupes sur la carte. Ça fait un peu plus beau, un peu plus d'immersion que juste des petits cubes de couleurs qui sont vraiment plates à regarder. Sinon, pour le mode à 4 joueurs, c'est un mode spécial. Vous allez jouer en équipe, ça va être 2 contre 2. C'est moins intéressant, je trouve, que de jouer à 2 ou à 3 parce que oui, on joue ensemble, 2 contre 2, mais on se parle de notre stratégie devant les autres. Fait que c'est pas si évident que ça à manœuvrer. Puis la dynamique, je trouve, est moins intéressante que de jouer avec le mode standard. Donc le mode en équipe, pour moi, ça n'a pas super bien fonctionné. C'est vraiment pas, je pense, une de ses forces. Sinon, il n'y a pas de mode solo officiel, mais je sais que sur Board Game Geek, il y a des gens qui en ont fait un maison et semble-t-il que ça fonctionne vraiment bien. Fait que si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir ça. Des fois, j'ai l'impression que dans ce jeu-là, oui, c'est le fun qu'on ait seulement 8 actions pendant la partie, mais des fois, je sens qu'on perd un peu le contrôle de ce qui se passe ou on sent un manque de contrôle sur ce qui se passe. Je sais que ça fait partie du jeu, ça fait partie du style de jeu, mais si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, de ne pas sentir que vous avez le contrôle de ce qui se passe vraiment dans le jeu, ben dans ce jeu-là, ça peut faire mal, surtout si tu es le premier à finir de jouer tes cartes. Ben après ça, tu vas vraiment subir ce que les autres vont décider de faire. Donc ça peut être très dangereux. Fait qu'il faut faire attention pour ne pas jouer ces cartes trop rapidement, sinon vous allez avoir une perte de contrôle totale dans ce qui va se passer pour la fin de la partie. Somme toute, le roi est mort. Je vais lui donner une note de B. Donc c'est un bon jeu qui a une belle simplicité de règles, mais qui a une énorme profondeur de gameplay. Et pour un jeu aussi court que 30 à 45 minutes, on a vraiment une partie qui est super tendue, dans laquelle on a plein de décisions intéressantes à faire et qui vont avoir un impact réel sur la partie. Donc vraiment intéressant comme système aussi que le fait que les armées n'appartiennent pas à aucun joueur et qu'on ait des forces externes qui essayent de manipuler un peu cette guerre politique entre les trois factions. Et qu'on tente d'être celui là, qui a le plus d'influence sur le gagnant pour élire la personne qu'on voulait sur le trône. Donc vraiment une dynamique particulière, mais ceux qui aiment les petits jeux de stratégie un peu avec des règles simplistes et qui ont une belle profondeur, je pense que c'est quelque chose que vous allez bien aimer. Donc Le Roi est mort, c'est disponible en boutique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de septembre 2022, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Quattle, le jeu de cartes. La question du jour est la suivante.
Quel est votre jeu de contrôle de territoire favori? Vous nous laissez en commentaire votre réponse, en commentaire YouTube sous la vidéo, votre réponse pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous supporter sur notre campagne Patreon pour nous encourager, cela vous donnera aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.